Je m'appelle Shiloh Kenny, j'ai 32 ans, et je suis la femme que toute ma famille qualifie d'employée de bureau inutile, depuis ces 10 dernières années. Personne ne pensait qu'un barbecue familial, dans les banlieues de Virginie, se terminerait par le bruit d'un os qui se brise. Quand Kyle, mon héros de cousin, fraîchement diplômé du camp d'entraînement, s'est jeté sur moi avec un sourire maniaque, il pensait m'écraser dans l'herbe, comme une poupée de chiffon. Il ignorait que mes réflexes ne s'étaient pas forgés en colonie de vacances, mais dans les maisons de la mort, au Moyen-Orient. Au moment où il m'a touché, l'air, lourd de l'odeur de bière éventée, s'est soudainement chargé du parfum métallique du sang. 6 secondes. C'est tout le temps qu'il m'a fallu pour transformer la fierté de la famille en un tas de chair inconscient à mes pieds, et pour exposer au grand jour l'hypocrisie de ma mère. Commentez justice et abonnez-vous, si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre sang. Cette histoire est pour les moutons noirs, pour ceux qui sont fatigués de baisser la tête. 2 heures avant que les sirènes des ambulances ne déchirent l'air humide de la Virginie, j'étais assise dans ma berline, au bout de l'allée de ma mère. La voix grave et rocailleuse d'un ancien Navy SEAL, animateur de mon podcast, discutait de la discipline du silence, de l'avantage tactique d'être sous-estimé. C'était le seul monde qui avait vraiment du sens pour moi. J'ai regardé la maison, une bâtisse coloniale à 2 étages, dotée d'une pelouse parfaitement entretenue, qui hurlait le rêve américain de la classe moyenne. L'allée était déjà bondée de Ford F-150 et de SUV surdimensionnés, leurs pare-chocs placardés d'autocollants patriotiques, que la plupart des conducteurs ne comprenaient pas vraiment. J'ai tendu la main vers le bouton du volume, et j'ai coupé le moteur. Le silence a envahi la voiture. J'ai pris une profonde inspiration, je l'ai retenue sur 4 temps, puis je l'ai relâchée. C'était le rituel. Je devais me dépouiller de l'opératrice, de la spécialiste de niveau 1 qui analysait les vecteurs de menace et les points de brèche, pour enfiler le costume de Shiloh, l'assistante administrative trentenaire, célibataire et effacée. Censée classer des documents pour une entreprise de logistique à Washington. C'était, de loin, l'armure la plus lourde que j'ai jamais eu à porter. Je suis sorti de la voiture, en ajustant mes lunettes. Elle n'avait pas de correction, c'était juste un autre accessoire pour adoucir mon visage, pour me donner l'air inoffensive. L'air sentait le charbon de bois, l'essence à briquet, et les saucisses grillées. Mais, sous ces odeurs familières, je pouvais sentir la tension. Entrer dans ce jardin, c'était comme monter sur une scène, où tout le monde connaissait son texte, à l'exception de moi. Le bruit était écrasant. La musique country hurlait dans les enceintes de la terrasse, rivalisant avec les rires tapageurs d'hommes, tenant des canettes de Bud Light à la main. Et, au centre de toute cette agitation, se tenant près du barbecue comme s'il venait de conquérir une nation, il y avait Kyle. Il avait 22 ans, avec une coupe militaire réglementaire, rasée de si près que son cuir chevelu en paraissait à vif. Il portait un t-shirt moulant du corps des marines, qui collait à son torse, s'assurant que l'assemblée remarque les muscles qu'il s'était forgés au cours des 3 derniers mois. Il tenait une bière d'une main, une paire de pinces de l'autre, et gesticulait follement en racontant son passage à Paris-Islande. « Je te le dis, tante Linda », criait Kyle, la voix légèrement éraillée. Les instructeurs ont essayé de me briser. Ils ont vraiment essayé. Mais il faut juste avoir cette force mentale, tu vois? C'est un état d'esprit. Les civils ne peuvent tout simplement pas comprendre. Mes tantes, Linda et Sarah, le fixaient avec des yeux débordants d'adoration, hochant la tête comme s'il leur expliquait la physique quantique. Oh, il est si courageux, roucoula tante Linda, en effleurant son bras. Notre petit guerrier. Je me tenais près de la baie vitrée, totalement invisible. Un guerrier? Il avait à peine terminé sa formation de base. Il n'avait jamais vu le sable du désert, n'avait jamais entendu un tir de suppression. Il n'avait pas ressenti la force de commotion d'un engin explosif improvisé, faisant trembler ses dents. C'était un bleu, une recrue avec un ego bien plus lourd que son sac à dos. Mais ici, dans cette cour arrière, il était Captain America. J'ai ressenti une soif soudaine, un grattement sec au fond de la gorge, et je me suis glissé dans la cuisine pour trouver à boire. La maison était plus fraîche, mais l'atmosphère y semblait plus lourde, suffocante sous le poids des souvenirs de mon enfance. Je me suis dirigé vers le comptoir, où les boissons étaient disposées. J'ai tendu la main vers un verre de vin blanc, cherchant simplement quelque chose pour adoucir les arêtes vives de cet après-midi. Pose ça. La voix venait de derrière moi, cinglante comme un coup de fouet. Je n'ai pas tressailli. Je ne tressaillais plus jamais, mais je me suis figé.
Je me suis retourné pour voir ma mère, Janet. Elle s'essuyait les mains sur un torchon à fleurs, ses yeux me scrutant de la tête aux pieds, avec ce regard de déception si familier. Elle s'est avancée, et m'a physiquement arraché le verre des mains. Le vin a débordé sur le rebord, tachant ses doigts, mais elle n'en avait que faire. Ne bois pas ça, a-t-elle sifflé, la voix baissée pour que les invités, à l'extérieur, n'entendent pas une femme qui boit seule dans une cuisine, ça fait vulgaire, Chilo. Ça fait désespéré. J'ai 32 ans, maman, ai-je répondu, d'une voix calme, parfaitement maîtrisée. Je voulais juste un verre de vin. Tu veux attirer l'attention? M'a-t-elle corrigé, en plaçant le verre hors de ma portée. Elle a fait un signe de tête vers la fenêtre, où Kyle riait de bon cœur, rejetant la tête en arrière. Regarde Kyle. Regarde sa posture. C'est à ça que ressemble un homme. C'est à ça que ressemble le succès. Il protège ce pays. Et toi, que fais-tu? Tu classes des factures, en portant ces pulls informes, pour cacher le fait que tu n'arrives pas à trouver un mari. L'insulte était d'une précision chirurgicale. Conçue pour blesser. Elle détestait mon travail, parce qu'elle ne pouvait pas s'en vanter à son club de bridge. Elle exécrait mes vêtements, car ils n'étaient pas assez féminins à son goût. Elle n'avait aucune idée, que ce pull ample cachait une ligne dentelée de tissu cicatriciel, courant le long de mes côtes inférieures. Le sombre souvenir d'une exfiltration ratée en Syrie, 6 mois plus tôt. Je suis heureuse pour Kyle, ai-je menti. Tu devrais l'être, a-t-elle rétorqué, se retournant vers sa salade de pommes de terre. Maintenant, sors, et essaie d'avoir l'air agréable. Et pour l'amour du ciel, ne m'embarrasse pas aujourd'hui. J'ai passé la porte arrière, l'humiliation me brûlant la poitrine. Non pas parce que ces mots étaient vrais, mais parce que je devais les laisser m'atteindre. Je devais encaisser le coup. Je ne pouvais pas lui dire que, pendant que Kyle apprenait à marcher en formation, je dirigeais une équipe lors d'un raid nocturne. Je ne pouvais pas lui avouer que les factures que je classais, étaient en réalité des rapports de renseignement sur des cellules terroristes. J'avais besoin d'air. De vrai air. J'ai longé le bord de la terrasse, évitant tout contact visuel avec mes cousins, et je me suis dirigé vers le coin le plus reculé du jardin, près du vieux chêne. Quelqu'un s'y trouvait déjà. Grand-père Jim était assis dans sa chaise pliante, à une distance de sécurité du chaos ambiant. Il avait 75 ans, c'était un vétéran du Vietnam qui ne parlait presque jamais. La famille pensait qu'il devenait sénile, parce qu'il passait beaucoup de temps à regarder dans le vide. Moi, je savais qu'il n'en était rien. Il ne fixait pas le vide. Il observait absolument tout. Il n'a pas levé les yeux quand je me suis approché, mais il a déplacé ses jambes, pour me faire de la place. Il sirotait un petit verre de liquide ambré. Sans glaçon. Il est bruyant, a grogné grand-père Jim, sans pointer Kyle du doigt. Mais nous savions parfaitement tous les deux de qui il parlait. Il est excité, ai-je suggéré, en m'appuyant contre le tronc de l'arbre. C'est un chiot qui aboie après une feuille, a marmonné Jim, en prenant une lente gorgée. Puis, il a tourné la tête doucement, et m'a regardé. Ses yeux étaient laiteux à cause de l'âge, mais son regard restait perçant. Il a observé mes mains, qui reposaient calmement le long de mes cuisses. Aucun tremblement, les jointures couturées de cicatrices, mais parfaitement détendues. Ça va, ma grande? Je vais bien, grand-père. Tes épaules ont l'air tendues, a-t-il fait remarquer. Tu portes quelque chose de lourd. Il ne parlait pas de bagages. Un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. De toute cette famille, le vieil homme était le seul qui pouvait avoir des soupçons. Il connaissait l'odeur de l'ozone et de la cordite. Il savait pertinemment que les yeux qui avaient vu la mort, ne ressemblaient pas à des yeux normaux. Juste le stress du travail, ai-je dit doucement. Il a soufflé, un son qui s'apparentait vaguement à un rire, puis s'est tourné de nouveau vers le barbecue. Kyle bombait maintenant le torse, montrant du doigt l'insigne brillant de l'aigle, du globe et de l'encre, qu'il avait accroché sur sa chemise civile. Une véritable infraction au protocole militaire, mais ici, tout le monde s'en fichait éperdument. Le soleil s'est reflété sur le métal, le faisant briller comme un phare de vertu. J'ai regardé cette broche resplendir. Elle était parfaite, immaculée, exactement comme Kyle. Involontairement, ma main a glissé sur mon flanc, se pressant contre le tissu de ma chemise. En dessous, la cicatrice me semblait rigide, presque brûlante. Un éclat d'obus,
de la taille d'une pièce de monnaie, avait raté mon rein de quelques centimètres. Je n'avais pas reçu de médaille pour ça. Je n'avais pas eu droit à une fête. J'avais simplement été rafistolé par un médecin de terrain, dans l'obscurité d'un hélicoptère, et j'étais de retour en opération 3 semaines plus tard. La famille a applaudi lorsque Kyle a fait sauter un hamburger en l'air, pour le rattraper au vol. Laisse-lui sa parade, a chuchoté grand-père Jim, s'adressant presque à lui-même. Les silencieux. Nous savons que l'addition finit toujours par arriver. J'ai hoché la tête, ravalant mon amertume. Je pensais pouvoir rester caché dans l'ombre, survivre à cet après-midi, et repartir. J'ignorais que, dans moins d'une heure, la mascarade prendrait fin, et que la violence, celle que je gardais enfermée dans une boîte, serait la seule chose qui me séparerait du sol. Le soleil de fin d'après-midi commençait à décliner, projetant de longues ombres dorées sur l'herbe soigneusement coupée, mais la chaleur n'était pas retombée. Elle collait à la peau, poisseuse et étouffante, s'accordant à l'humeur qui irradiait des chaises de jardin. Kyle avait de nouveau accaparé l'attention. Il était assis sur le bord d'une chaise, entouré par mes tantes et quelques voisins, délaçant théâtralement l'une de ses bottes de combat immaculées. Il grimaçait, aspirant l'air entre ses dents, comme s'il s'arrachait lui-même des éclats de shrapnel de la chair. « Mec » a-t-il gémi, retirant enfin une épaisse chaussette en laine, pour dévoiler son talon. « Vous n'avez pas idée des marches qu'on a faites. 20 kilomètres, équipement complet. Mes pieds saignaient littéralement dans mes bottes. C'est brutal. » Tante Linda a halté, couvrant sa bouche d'une main ornée de trop de bagues. « Oh, mon pauvre chéri. Regardez cette ampoule. Sarah, va chercher la trousse de secours dans la maison. Il a besoin de pommade antibactérienne. » J'ai regardé. C'était une simple ampoule. Une petite bulle rose remplie de liquide, de la taille d'une pièce de 10 centimes. Ça ne saignait pas. Ce n'était pas infecté. C'était le genre de brûlure de frottement qu'on attrape en cassant de nouvelles chaussures au centre commercial. Mais pour eux, c'était une blessure de guerre. C'était la preuve irréfutable de son sacrifice. « Ça va, tante Linda » a dit Kyle, en repoussant son attention avec une fausse modestie, se prélassant sous les regards. Les marines ne se plaignent pas. La douleur, ce n'est que la faiblesse qui quitte le corps, pas vrai? Cette phrase, un cliché imprimé sur chaque affiche de motivation, dans chaque bureau de recrutement en Amérique, m'a soulevé l'estomac. La douleur est la faiblesse qui quitte le corps. Inconsciemment, j'ai déplacé mon poids, et une décharge électrique aiguë m'a traversé le côté droit, me coupant le souffle pendant une fraction de seconde. J'ai forcé mon visage à rester de marbre, j'ai contraint mes poumons à se gonfler lentement, luttant contre la restriction du bandage de compression, dissimulé sous mon pull trop grand. Le souvenir n'a pas demandé la permission de ressurgir. Il a juste défoncé la porte. 3 semaines plus tôt, dans les montagnes de la province de Cunard. Ce n'était pas un jardin ensoleillé de Virginie. Il faisait nuit noire, le genre d'obscurité qui vous avale tout entier. Mon équipe se déplaçait rapidement, exfiltrant une cible de haute valeur, avant que la milice locale ne réalise notre présence. J'avais pris la tête. Je n'ai pas vu le trou. Une chute de 3 mètres, dans un ravin rempli de roches acérées. J'ai atterri lourdement. Le son a été distinct. Un craquement sec, comme une branche morte qui se brise sous une botte. 2 côtes fracturées à l'impact. La douleur était aveuglante. Un tison chauffé à blanc, enfoncé dans mon flanc. Mais nous étions en territoire hostile. Le silence était notre seule armure. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas gémi. Je me suis mordu la lèvre jusqu'à sentir le goût du sang, je me suis relevé, et j'ai fait signe « je vais bien » à mon chef d'équipe. Il nous restait 8 kilomètres à parcourir pour rejoindre le point d'extraction. Chaque pas était une agonie. Chaque respiration donnait l'impression d'inhaler du verre brisé. Mais j'ai marché. J'ai porté mon équipement. J'ai porté ce fardeau, parce que c'est ce que le travail exigeait. Il n'y avait pas de tante Linda pour aller chercher de la pommade. Il n'y avait que la mission, et les hommes à mes côtés. Shiloh. La voix de tante Sarah m'a ramené brusquement au présent. Les montagnes se sont évanouies, remplacées par l'odeur du charbon et de l'herbe coupée. Elle me regardait, tenant une assiette de mimosa, un sourire compatissant plaqué sur le visage. « Tu as tellement de chance de ne pas avoir à gérer ce genre de choses » a-t-elle dit, désignant vaguement le pied de Kyle.
Kyle est si courageux de mettre son corps en jeu. Je veux dire, ton travail. C'est quoi déjà? De la saisie de données? Au moins, tu passes tes journées assises avec la climatisation. Pas d'ampoule pour toi, n'est-ce pas? C'est vrai, ai-je répondu. Le mot avait un goût de cendre. Juste de la frappe. Ça doit être sympa, a renchéri Kyle, en souriant d'un air suffisant tout en frottant son talon. La vie civile, en sécurité, facile, sans sergent instructeur pour te hurler au visage. Ma mère, qui écoutait depuis l'encadrement de la porte, a laissé échapper un rire bref et méprisant. La facilité, c'est ce que Shiloh fait de mieux. Elle a toujours choisi le chemin de la moindre résistance. C'était la deuxième frappe. La première avait été le verre de vin. Celle-ci visait directement mon âme. Et, tout aussi soudainement, un autre souvenir a refait surface, plus ancien, et bien plus profond que mes côtes brisées. 10 ans plus tôt, le jour où je suis parti pour les sélections, le jour où j'ai emballé toute ma vie dans un sac marin. J'étais terrifié mais exalté, prêt à servir une cause plus grande que moi. Mon père était déjà décédé, et je me tenais dans le couloir, attendant que ma mère me dise au revoir. Qu'elle me dise qu'elle était fière, qu'elle me dise d'être prudente. Elle n'avait même pas levé les yeux de son magazine. « Tu pars » avait-elle demandé, en tournant une page. « Oui, maman. Le recruteur est dehors. » Elle m'avait enfin regardé, les yeux froids et durs. « Tu ne fais pas ça par patriotisme, Shiloh. Ne te mens pas à toi-même. Tu fuis. Tu fais ça parce que tu es incapable de garder un homme. Tu vas à l'armée pour te cacher du fait que tu es un échec en tant que femme. Tu es juste brisé. Brisé. » Ce mot résonnait dans ma tête, aujourd'hui, 10 ans plus tard, alors que je me tenais dans ce jardin, entouré de gens qui partageaient mon sang, mais qui ignoraient tout de mon nom. Ils voyaient une vieille fille. Ils voyaient une déception. Ils voyaient une lâche, qui avait choisi un travail de bureau, incapable d'affronter le monde réel. Ma main a légèrement tremblé. Je l'ai serrée en poing, la cachant dans la poche de mon gilet. La colère montait, brûlante et dangereuse. J'avais envie d'arracher ce pull. Je voulais soulever ma chemise, et leur montrer les ecchymoses violettes et jaunes qui enveloppaient mon torse, comme un corset de violence. Je voulais leur montrer la cicatrice sur mon épaule, laissée par l'éraflure d'une balle au Yémen. Je voulais hurler, j'ai saigné davantage pour ce pays en une semaine, que Kyle ne le fera dans toute son existence. Mais je ne l'ai pas fait, parce que ce n'était pas mon travail. Mon travail, c'était le silence. Mon travail, c'était de les laisser dormir sur leurs deux oreilles la nuit, béatement ignorant des monstres que je combattais dans l'obscurité. S'ils savaient ce que je faisais, s'ils savaient de quoi j'étais capable, ils ne me regarderaient plus avec pitié. Ils me regarderaient avec effroi. Et je ne voulais pas que ma mère ait peur de moi. Je voulais juste qu'elle m'aime. J'ai pris une profonde inspiration, luttant contre la douleur lancinante dans mes côtes. J'avais besoin d'un ancrage, de quelque chose à quoi me raccrocher, avant de perdre le contrôle. J'ai fermé les yeux une brève seconde, et j'ai murmuré les mots qui m'avaient permis de traverser les nuits les plus glaciales, et les fusillades les plus intenses. Les mots du roi David, un poète guerrier qui en connaissait un rayon sur le fait d'être sous-estimé par sa famille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, et mes doigts à la bataille. Psaume 144, 1. Ce n'était pas une prière pour la paix. C'était une prière pour la capacité à agir. C'était un rappel que mes cicatrices n'étaient pas des signes d'échec. Elles étaient la preuve de mon entraînement. Dieu m'avait forgé dans le feu. Même si ma famille ne voyait que les cendres. « Ça va, Shiloh ?» a demandé Kyle, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. « Tu as l'air un peu pâle. Peut-être que la chaleur est trop forte pour toi, les petits rats de bureau. » J'ai ouvert les yeux. Le monde est redevenu net. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai vu l'insécurité derrière la bravade. J'ai vu un garçon qui jouait au soldat, parce qu'il avait un besoin vital de validation. « Je vais bien, Kyle » ai-je répondu, la voix stable, ne trahissant aucune émotion. « Juste un petit mal de tête. Tu devrais mettre de la glace sur cette ampoule. Une infection peut s'installer très vite. » Il a ri, me balayant d'un revers de main. « Ouais, merci pour le conseil, docteur Shiloh. » Je me suis détourné,
marchant vers la lisière du jardin où grand-père Jim observait toujours. J'ai pressé doucement ma main contre mon flanc blessé, sentant les os brisés bouger légèrement sous mon toucher. Une douleur secrète, un honneur silencieux. Si vous avez déjà du sourire en portant un lourd fardeau que personne d'autre ne peut voir, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-moi dans les commentaires quel est le sacrifice que vous avez fait, et que votre famille n'a jamais compris. Tapez je suis fort, si vous savez que votre valeur ne dépend pas de leur approbation. Ils n'ont pas besoin de savoir, ai-je murmuré au vent, répétant le mantra qui préservait ma santé mentale. Tant qu'ils sont en sécurité, c'est l'essentiel. Mais, en regardant Kyle, qui enchaînait maintenant sa 3e bière et devenait de plus en plus bruyant à chaque minute, une pensée plus sombre s'est immiscée. Ils étaient à l'abri du monde extérieur, oui, mais étaient-ils à l'abri d'eux-mêmes? Étaient-ils protégés de l'orgueil démesuré, qui grandissait comme un cancer au centre de cette fête? J'avais le pressentiment que cette sécurité était sur le point de voler en éclats. Et, contrairement à mes côtes, cette fracture-là ne guérirait pas en silence. Le soleil était plus bas maintenant, peignant le ciel de Virginie de teintes violacées et orangées, pareil à des ecchymoses, mais la fête ne montrait aucun signe de ralentissement. Si quoi que ce soit, l'alcool avait fait monter le volume. L'air était épais, saturé de l'odeur d'eau de Cologne bon marché, mélangée à la fumée du barbecue, une combinaison qui commençait à me donner des maux de tête. J'étais appuyé contre la balustrade de la terrasse, faisant tourner les glaçons fondants dans mon verre d'eau, essayant de me fondre dans le décor. C'était une compétence que j'avais perfectionnée au fil de mes années de travail sous couverture. Devenir grise, devenir oubliable. Mais être oubliable n'était pas au programme de Kyle aujourd'hui. Il m'a repéré depuis l'autre bout du patio. J'ai vu ses yeux se verrouiller sur moi, vitreux et légèrement flous, après sa 4e, ou peut-être sa 5e Bud Light. Il a souri, tel un prédateur qui vient de repérer une gazelle boiteuse, et a commencé à se frayer un chemin à travers la foule, droit vers moi. Et, la voilà, a beuglé Kyle, en passant un bras autour de mes épaules. Son poids était lourd, oppressant, et il empestait le houblon rance et la sueur. La gratte-papier attitrée de la famille. Il a pressé mon épaule avec force, ses doigts s'enfonçant dans le muscle. Je n'ai pas scié. Je suis resté planté là, le laissant jouer à son petit jeu. Alors, Chilo, a-t-il bafouillé légèrement, se penchant tout près, son haleine chaude s'abattant sur mon visage. J'étais justement en train d'expliquer à oncle Bob la différence entre nous, les vrais guerriers, et les Pog. Tu sais ce que c'est, un Pog, n'est-ce pas? Je savais exactement ce que cela signifiait. Person odeur d'engrunt, personne autre qu'un fantassin. C'était le terme péjoratif que les fantassins utilisaient, pour désigner quiconque n'était pas sur la ligne de front. Les cuisiniers, les mécaniciens, les employés administratifs. À ses yeux, c'est tout ce que j'étais. Un Pog. Une planquée, qui ne quittait jamais la sécurité de la base d'opérations avancée. J'ai déjà entendu le terme, ai-je répondu d'une voix égale, prenant une gorgée de mon eau. Ouais, eh bien, tu en es la définition même. Kyle a ri, cherchant un public du regard. Tante Sarah et oncle Bob gloussaient, désireux de participer à la plaisanterie. Tu vois, pendant que les gars comme moi sont sur le terrain, tu sais, Oscar Mike, ça veut dire en mission, au fait. Vous restez tranquillement à l'arrière, à profiter du Wi-Fi et de la cantine. Mon œil a tressailli, juste une fois. Oscar Mike signifiait en mouvement. Cela venait de l'alphabet phonétique. O pour Oscar, M pour Mike. Cela ne voulait absolument pas dire en mission. N'importe quel bleu sortant de l'entraînement devrait savoir ça. Mais il était là, massacrant le jargon militaire, pour impressionner des civils qui ne sauraient pas différencier un fusil d'un râteau. Ça a l'air intense, Kyle, ai-je dit, d'un ton plat. Intense? Tu n'as pas idée, a-t-il ricané, bombant le torse. Il faut avoir la tête sur un pivot. Une vigilance constante. Tu ne sais jamais d'où la menace va venir. Vigilance constante. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment observé, et à cet instant précis, le cousin avec qui j'avais grandi s'est volatilisé. À sa place, se trouvait un problème tactique, une évaluation de menace. Mon cerveau a changé de vitesse sans le moindre effort, glissant dans ce mode froid et analytique, celui-là même qui m'avait maintenu en vie dans des endroits que Kyle serait incapable de situer sur une carte. Cible masculine, environ 80 kilos. Intoxiqué. Équilibre compromis.
J'ai scanné sa posture. Il s'appuyait lourdement sur sa jambe gauche. Son pied droit était croisé sur sa cheville, dans une pose arrogante et décontractée. Si je devais balayer son genou gauche, juste un coup de pied vif et précis sur le nerf péronnier, il tomberait comme un sac de ciment. Défense, 0. Ses mains étaient occupées, l'une tenant une bière, l'autre gesticulant follement dans les airs. Son menton était en avant, complètement exposé. Sa veine jugulaire palpitait sous la peau de son cou. Une cible parfaite, presque invitante. Analyse, amateur. Si nous étions dans un bar à Kandahar, ou dans une ruelle sombre de Beyrouth, il n'aurait pas tenu 10 secondes. Il n'avait aucune conscience de son environnement. Il avait laissé un ennemi, moi, s'approcher à distance de frappe, sans évaluer mes mains ou ma posture. Il était bruyant. Il était visible. C'était une victime en sursis. Si c'était une zone de guerre, Kyle, ai-je pensé, les mots résonnant bruyamment dans mon crâne. Tu serais mort 10 fois avant même d'avoir lâché ta bière. Tu m'écoutes, Shiloh? Kyle m'a tapoté la poitrine avec son index. J'ai dit que tu ne tiendrais pas un seul jour dans mes bottes. Ce petit coup de doigt a été le déclencheur. C'était une petite agression physique, inoffensive dans un cadre familial. Mais mon corps, lui, ignorait que nous étions à un barbecue. Mon corps se souvenait des règles d'engagement. Contact frontal. Réagir. Pendant une fraction de seconde, le monde a ralenti. Ma main s'est resserrée autour du gobelet en plastique rempli d'eau glacée. Le plastique a craqué bruyamment, cédant sous la pression soudaine de ma poigne. Mes jointures ont blanchi. Chaque fibre de ma mémoire musculaire me hurlait de bouger. Faire un pas en avant, bloquer le bras, frapper la gorge, neutraliser. Cela prendrait moins de 2 secondes. Je pouvais l'imaginer avec une netteté parfaite. Le regard de choc sur son visage, lorsque ses voies respiratoires s'effondreraient, le bruit de la canette de bière frappant les pavés de la terrasse, le silence qui s'ensuivrait. J'ai pris une inspiration brusque, repoussant de force la violence au fond de cette boîte sombre où je la gardais sous clé. J'ai relâché la tension dans ma main, bien que le gobelet fût désormais définitivement déformé. Je t'écoute, Kyle, ai-je dit, la voix réduite à un murmure. J'assimile, c'est tout. Du coin de l'œil, j'ai perçu un mouvement. Grand-père Jim. Il était toujours dans sa chaise de jardin sous le chêne, mais il ne regardait plus le barbecue. Il me regardait directement. Ses yeux, habituellement brouillés par l'âge, étaient vifs et clairs. Il ne fixait pas mon visage. Il regardait mes mains. Il a vu le gobelet écrasé. Il a vu le changement dans ma posture, la façon dont j'avais subtilement pivoté mon corps pour m'éloigner de Kyle, protégeant ma ligne centrale, prête à frapper. Il savait. Il m'a adressé un hochement de tête presque imperceptible. Un hochement de soldat. Repos, Marine. Pas ici. Pas maintenant. La connexion s'est rompue, lorsque Kyle a lâché un rebruyant, en se tapant le ventre. Bref, a-t-il annoncé, lassé de me tourmenter puisque je ne ripostais pas. J'ai besoin de refaire le plein. La bière des civils, ça se boit comme de l'eau. Tu veux quelque chose, le Pog? Ça va, avec ton. Quoi que ce soit. Je suis bien, ai-je répondu. Il a levé les yeux au ciel, me tournant complètement le dos. Une autre erreur tactique. Il s'est éloigné d'un pas traînant vers la glacière, criant à oncle Bob de lui en lancer une fraîche. J'ai laissé échapper un long soupir tremblant. L'adrénaline bourdonnait encore dans mes veines, un bourdonnement de basse tension qui me faisait picoter le bout des doigts. J'ai baissé les yeux vers le gobelet mutilé dans ma main. L'eau glacée coulait sur mes chaussures, froide et dégriseuse. J'avais été testé, et j'avais tenu la ligne. Mais, en observant Kyle taper dans la main d'un autre membre de la famille, riant d'une blague que je ne pouvais entendre, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. La retenue s'effilochait. Le masque était en train de glisser. Je n'étais pas sûr de pouvoir jouer le rôle de la petite cousine soumise et inutile encore longtemps. Pas quand le héros suppliait littéralement de recevoir une leçon. J'ai jeté le gobelet ruiné dans la poubelle. Il a touché le fond avec un bruit sourd. Encore 1 heure, me suis-je dit. Survie juste encore 1 heure. Mais le soleil se couchait, et les ombres s'allongeaient. Et, dans l'obscurité, les monstres ont tendance à sortir pour jouer. J'espérais seulement que Kyle réaliserait,
avant qu'il ne soit trop tard, qu'il n'était pas le monstre de cette histoire. Il en était la proie. Les ombres sous le chêne étaient profondes et fraîches, un véritable sanctuaire loin des lumières artificielles aveuglantes, qui venaient de s'allumer autour du patio. Kyle s'était de nouveau approché, attiré non pas par intérêt, mais par le besoin viscéral d'avoir un public pour ses fanfaronnades imbibées de bière. Il se tenait là, titubant légèrement, tenant une nouvelle canette de Bud Light, et regardant grand-père Jim de haut. « Alors, grand-père » a bafouillé Kyle, la voix beaucoup trop forte pour ce coin tranquille du jardin. « T'as fait le NAM, hein? Ça devait être dingue. Beaucoup d'action, genre style Full Metal Jacket ?» Il arborait un grand sourire, s'attendant à une histoire de guerre pleine d'explosions et d'héroïsme, quelque chose qui validerait ses propres fantasmes de combat. Grand-père Jim n'a pas levé les yeux immédiatement. Il a tiré une longue taffe de la cigarette qu'il n'était pas censé fumer, ordre du médecin, et a expiré un mince filet de fumée bleue dans l'air humide. Lorsqu'il a enfin pris la parole, sa voix ressemblait à des pneus crissant sur du gravier. « Ce n'était pas un film, fiston, » a dit doucement Jim. C'était humide. Il a plu pendant 3 semaines d'affilée, en 68. Tes bottes pourrissaient sur tes pieds. Tu ne voyais pas l'ennemi. Tu entendais juste la jungle bouger. Et tu la sentais. La pourriture. La terre mouillée. Il a fait une pause, son regard dérivant vers un endroit que nous ne pouvions pas voir. J'ai perdu mon meilleur ami, Miller, parce qu'il a allumé une cigarette au mauvais moment. Juste un éclair, puis plus rien. Le silence qui a suivi était lourd. Chargé des fantômes d'hommes qui n'étaient jamais rentrés chez eux. J'ai ressenti une oppression dans la poitrine, une douleur familière née d'une compréhension partagée. Je connaissais cette odeur. Je connaissais cette perte soudaine et violente. Kyle a cligné des yeux, visiblement ennuyé. L'histoire chargée d'adrénaline qu'il espérait ne s'était pas matérialisée. Ouais, eh ben, l'a interrompu Kyle, en réprimant un bâillement et en consultant son téléphone. Ça a l'air plutôt déprimant, franchement. C'est pas vraiment l'ambiance pour une fête, tu vois. Je vais aller m'en chercher une autre bien fraîche. Tante Linda a fait des poppers au piment jalapeno. Il a tourné les talons sans un second regard, laissant le vieil homme et son traumatisme, seuls dans le noir. Je l'ai regardé s'éloigner, ressentant une vague de dégoût si puissante qu'elle avait le goût de bile. Il traitait la douleur d'un vétéran comme un mauvais divertissement. Je n'ai pas bougé. Je suis resté exactement là où j'étais, adossé à l'écorce rugueuse du chêne. Grand-père Jim a pris une autre taffe, la cendre tombant sur son jean délavé. Il ne comprend pas, ai-je dit doucement. Ce n'était pas une question. C'est un touriste, a répondu Jim, tapotant la cendre de sa cigarette. Il a acheté le t-shirt, mais il n'a pas payé le prix d'entrée. Il a plongé la main dans la poche de sa veste en jean, et en a sorti une flasque en argent. Elle était cabossée, enfoncée dans un coin, le métal usé par des décennies de manipulation. Il a dévissé le bouchon de ses doigts tremblants. « Ton verre » a-t-il ordonné gentiment. J'ai tendu mon gobelet en plastique. Il était vide maintenant, à l'exception de quelques gouttes d'eau tiède au fond. Il a incliné la flasque, y versant une généreuse dose de liquide ambré. L'odeur m'a frappé instantanément. Tourbe, fumée, et chêne. Un bon scotch, un single malt, probablement plus vieux que Kyle. Bois, a-t-il dit. Ça va te mettre un peu de fer dans le sang. C'est bien meilleur que cette pisse de cheval que boit le gamin. J'ai pris une gorgée. Ça m'a brûlé agréablement la gorge, un feu chaleureux venant s'installer dans mon estomac. Ça avait le goût de l'histoire, le goût du respect. Merci, grand-père. Il a refermé la flasque et l'a rangée. Puis il a pivoté sur sa chaise, déplaçant son corps pour me faire face directement. Ses yeux laiteux se sont plissés, me scrutant avec une intensité qui m'a donné envie de vérifier mon propre périmètre de sécurité. Ton épaule, a-t-il lancé. Ce n'était pas une question. Elle guérit? Je me suis figé. Le verre de scotch s'est arrêté à mi-chemin de ma bouche. Je n'avais pas touché mon épaule. Je n'avais pas grimacé. Je ne l'avais pas ménagé. Du moins, c'est ce que je croyais. Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je bégayé, le mensonge pâteau sur ma langue. Jim a laissé échapper un petit ricanement, un son sec et rocailleux. Ne me sors pas tes conneries, Chilo. Je t'ai vu tressaillir,
tout à l'heure, quand tu as soulevé ce pack de soda. Juste une contraction de la mâchoire, et tu protèges ton côté droit. Tu marches comme si tu portais un pactage, en équilibrant le poids. Il s'est penché en avant, sa voix tombant dans un murmure de conspirateur. Un éclat d'obus, où tu as pris une balle? Je l'ai dévisagé, mes défenses s'effondrant. Pendant 10 ans, j'avais trompé ma mère. J'avais trompé mes tantes. J'avais dupé tout le monde dans cette mascarade de banlieue. Mais je ne pouvais pas le berner, lui. Un loup reconnaît toujours un autre loup. Une chute, ai-je murmuré, la vérité m'échappant avant que je ne puisse la retenir. Côte cassée, il y a 3 semaines. Il a hoché la tête lentement, assimilant l'information. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement de la reconnaissance. Ce regard qu'un membre de la meute lance à un autre. Terrain accidenté? Assez accidenté, oui. Et la famille pense que tu tapes des factures. C'est mieux comme ça, ai-je répondu, regardant vers la maison où les rires devenaient de plus en plus forts, de plus en plus tapageurs. Maman. Elle a besoin de croire que je suis en sécurité. Elle a besoin de croire que je suis ennuyeuse. Si elle connaissait la vérité, ça la briserait. Jim a renâclé. Ta mère est fragile, Shiloh. Elle se brise si le vent souffle dans la mauvaise direction. Mais toi. Il a tendu la main, sa paume calleuse, à la peau semblable à du papier, recouvrant la mienne là où elle reposait sur l'accoudoir de sa chaise. Sa poigne était étonnamment forte. Tu es faite d'une autre trempe. Tu es plus dur que l'acier, ma grande. L'acier se plie. Pas toi. Les larmes m'ont piqué à l'arrière des yeux, soudaines et brûlantes. Je les ai chassées furieusement en clignant des paupières. Je n'avais pas pleuré quand je m'étais cassé les côtes. Je n'avais pas pleuré quand l'infirmier me les avait remises en place. Mais entendre ce vieil homme, ce guerrier oublié, me voir véritablement, a brisé quelque chose à l'intérieur de ma poitrine. J'ai l'impression de disparaître, parfois, ai-je avoué, ma voix à peine audible au-dessus du chant des grillons. Comme si Shiloh n'était qu'un fantôme, et que la seule chose réelle, c'était la mission. La mission prend fin, a affirmé Jim fermement. La guerre se termine, même si ça prend toute une vie. Mais il faut que tu survives à la paix, Shiloh. C'est ça, le plus dur. Survivre à la paix, parmi des gens qui n'en connaissent pas le prix. Il a pris une gorgée de sa flasque, s'essuyant la bouche du revers de la main. Tu n'es pas un fantôme, a-t-il ajouté. Tu es la seule chose réelle dans tout ce foutu code postal. Nous sommes restés assis en silence un moment, sirotant notre scotch. 2 soldats issus de guerres différentes, trouvant une fréquence commune dans la friture de la vie civile. C'était le moment le plus paisible que j'ai connu depuis des mois. Mais la paix était fragile. Un fracas assourdissant provenant du patio a brisé l'instant. Du verre brisé. Des rires qui ressemblaient davantage à des braiements. J'ai levé les yeux. Kyle était debout sur une glacière, titubant dangereusement, tenant une nouvelle bière haut dans les airs, comme un trophée. Il hurlait quelque chose à propos de manœuvres de combat. Grand-père Jim a suivi mon regard. Son expression s'est durcie, la chaleur s'est évanouie instantanément. Ses yeux sont devenus froids. Les yeux d'un homme qui avait vu des villages brûlés. Surveille-le, a murmuré Jim, la voix basse et chargée de danger. Il est juste ivre, ai-je tempéré, essayant de dissiper le malaise qui rampait le long de ma colonne vertébrale. Non, a contredit Jim, en secouant lentement la tête. Il n'est pas juste ivre. Il est faible, et il a peur. Au fond de lui, il sait qu'il est une imposture. Et un homme effrayé, qui a quelque chose à prouver, est la chose la plus dangereuse sur Terre. Il a serré ma main une dernière fois, une poigne d'avertissement. Tiens-toi prête, Shiloh, a-t-il chuchoté. Le chien qui aboie le plus fort, est généralement celui qui est sur le point de mordre. Et quand il craquera, n'ose surtout pas te retenir. J'ai regardé Kyle, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu l'énergie frénétique dans ses mouvements, ce besoin désespéré de validation, qui échappait à tout contrôle. Grand-père Jim avait raison. La tempête n'était pas en approche. Elle était déjà là. Et j'étais la seule à posséder un parapluie en acier. L'avertissement de grand-père Jim flottait dans l'air, comme l'odeur d'ozone avant un orage. Le chien qui aboie le plus fort est généralement celui qui est sur le point de mordre. Il n'a pas fallu longtemps pour que la morsure n'arrive.
Kyle s'ennuyait. L'adrénaline de ses histoires de guerre s'était dissipée, remplacée par l'ivresse agressive, brouillonne, de l'excès de bière bon marché. Il rôdait sur le patio, à la recherche d'une cible, de quelque chose sur quoi asseoir sa domination, maintenant que le vieil homme l'avait congédié. Ses yeux se sont posés sur Léo. Mon neveu, Léo, avait 12 ans, c'était un gamin discret avec des cheveux en bataille et des lunettes un peu trop grandes pour son visage. Il était assis sur le bord d'une jardinière, absorbé par un jeu vidéo sur son téléphone, essayant de se rendre aussi invisible que je le faisais d'habitude. Il était le souffre-douleur de la famille, trop sensible, trop artiste, pas assez intéressé par le football ou la chasse. Et, Léo, a hurlé Kyle, la voix pâteuse. Sors ton nez de cet écran, gamin. Léo a tressailli, levant des yeux écarquillés et surpris. Je joue juste, Kyle. Tu joues, a ricané Kyle, marchant lourdement vers lui. Tu te pourris le cerveau. Tu dois apprendre de vraies compétences. Lève-toi. Avant que Léo ne puisse réagir, Kyle l'a attrapé par le col de son t-shirt, et l'a hissé sur ses pieds. Léo a trébuché, laissant tomber son téléphone sur le béton. L'écran s'est fissuré. Et, a crié Léo, tendant la main pour le rattraper. Mon téléphone. Oublie le téléphone. A aboyé Kyle, en faisant tourner le garçon sur lui-même. Je vais t'apprendre un peu de MacMap, le programme d'arts martiaux du corps des marines. Tu dois savoir te défendre, sinon tu vas te faire bouffer tout cru au lycée. La famille a ri. Oncle Bob, qui filmait avec son propre téléphone, a gloussé. Ouais, donne-lui une leçon, Kyle. Endurcis-le. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une leçon. C'était du harcèlement déguisé en amour vache. Ok, regarde, a annoncé Kyle à son public captif. La première chose que tu dois savoir, c'est comment t'échapper d'une prise de tête. Viens là. Il a passé son bras épais et moite autour du cou de Léo. Ce n'était pas une prise amicale. Il a serré fort, enfouissant la tête du garçon sous son aisselle. Léo a glapi, ses mains griffant l'avant-bras de Kyle. Aïe. Kyle, arrête. Ça fait mal, la voix de Léo était aiguë et paniquée. C'est censé faire mal, a ri Kyle, resserrant son étreinte. La douleur, c'est la faiblesse qui quitte le corps, tu te souviens. Maintenant, essaie de te dégager. Allez, utilise tes hanches. Léo se débattait frénétiquement maintenant. Son visage devenait rouge. Ses pieds raclaient les dalles de la terrasse. Il n'apprenait rien du tout. Il était en train de se faire étrangler par un type de 22 ans, complètement ivre, qui ne connaissait pas sa propre force, ou qui s'en fichait royalement. Kyle, lâche-le, ai-je dit depuis les ombres, d'une voix basse. Mais le vacarme de la fête a couvert mes paroles. Regardez-le, a ricané tante Linda, en sirotant son vin. On dirait un petit poisson au bout d'un hameçon. Maman, a crié Léo, les larmes coulant sur son visage. Maman, aide-moi. J'ai regardé ma belle-sœur, la mère de Léo. Elle se tenait à côté de ma mère, tenant une assiette de brownie. Elle avait l'air mal à l'aise, mais elle n'a pas bougé. Elle a regardé ma mère, guettant son approbation. Et ma mère, Janet, la matriarche, s'est contentée de sourire de ce petit sourire pincé et supérieur. Oh, arrête de pleurer, Léo, a-t-elle lancé, sa voix tranchant à travers les sanglots du garçon. Ne sois pas un tel bébé. Kyle s'amuse juste. Il faut que tu apprennes à être un homme. Laisse ton cousin t'apprendre quelque chose d'utile, pour une fois. Apprendre à être un homme. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. La cruauté de la chose, l'aveuglement absolu et délibéré. Ils regardaient un enfant être terrifié, être blessé, et ils appelaient ça de l'éducation. Ils appelaient ça de la masculinité. Les luttes de Léo s'affaiblissaient. Ses yeux étaient écarquillés par la terreur, balayant le cercle des visages adultes souriants, cherchant un sauveur, pour n'y trouver qu'un public. Et, dans ce regard, le jardin a disparu. Soudainement, je n'étais plus en Virginie. J'étais dans un village poussiéreux d'Idleb. L'odeur du charbon de bois est devenue celle des pneus brûlés. Le son de la musique country est devenu le bourdonnement dans mes oreilles après une explosion. Et le visage de Léo est devenu le visage d'un garçon que j'avais extirpé des décombres, 3 ans plus tôt. Un garçon qui m'avait regardé avec cette même terreur désespérée, suppliante.
Aide-moi. Ma vision s'est rétrécie, formant un tunnel. Les bords du monde sont devenus gris. La seule chose en couleur, la seule chose qui comptait, c'était la menace, et la victime. Le masque de Shiloh la secrétaire s'est dissous. L'armure de la fille soumise a volé en éclats. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas pris de décision. L'entraînement a pris le relais. J'ai posé mon gobelet en plastique sur la petite table, à côté de grand-père Jim. Le mouvement était précis, délibéré. Grand-père Jim n'a pas essayé de m'arrêter. Il s'est simplement adossé, le regard dur, et a murmuré un seul mot, « Vas-y ». Je suis sorti de l'ombre du chêne. Mes mouvements étaient fluides, dépourvus de l'hésitation maladroite que je simulais d'habitude. J'ai traversé la pelouse en 3 longues enjambées, comblant la distance jusqu'à la terrasse. La température de l'air autour de moi semblait avoir chuté de 10 degrés. Kyle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. J'ai utilisé la voix que je réservais au terrain, la voix de commandement. C'était un ton qui contournait le cerveau conscient, pour frapper directement l'instinct primal d'obéissance. Elle était profonde, résonante, et totalement dénuée de peur. Les rires se sont éteints instantanément. Oncle Bob a baissé son téléphone. Tante Linda s'est figée, son verre de vin à mi-chemin de sa bouche. Kyle a arrêté de serrer, mais il n'a pas relâché sa prise. Il a tourné la tête, les yeux vitreux et confus, essayant de localiser la source du son qui venait de transpercer son brouillard éthylique. Il m'a vu me tenir là, à 3 mètres de lui. Mes mains étaient vides, pendantes, relâchées le long de mon corps. Ma posture était détendue, mais c'était la détente d'un serpent enroulé sur lui-même, prêt à frapper. « Qu'est-ce que tu as dit » a ricané Kyle, tentant de retrouver sa bravade, mais sa voix vacillait. J'ai dit, ai-je répété, chaque mot atterrissant comme un coup de marteau, « Lâche le garçon. » Sinon quoi, a ri Kyle, bien que cela sonnât faux. Il a resserré son emprise sur Léo une nouvelle fois, faisant gémir le gamin. « Tu vas déposer plainte contre moi, Shiloh ? Tu vas me mettre un blâme ?» Ma mère s'est avancée, le visage rouge de colère. « Shiloh, retourne à l'intérieur. N'ose pas gâcher cette fête avec tes drames. » Kyle s'amuse, c'est tout. Ce n'est pas amusant, ai-je répondu, mes yeux ne quittant jamais le visage de Kyle. Je ne l'ai même pas regardé. Il lui fait mal, et il va arrêter immédiatement. T'es qui pour me dire ce que je dois faire ? A craché Kyle, son ego s'enflammant, écrasant tout instinct de conservation. Il a repoussé violemment Léo loin de lui. Le garçon s'est effondré au sol, toussant et se tenant la gorge. T'es rien. T'es une moins que rien. Kyle s'est tourné complètement vers moi, la poitrine haletante, les poings serrés. Il a fait un pas en avant, pénétrant dans mon espace personnel. Il me dominait de toute sa hauteur, usant de sa taille, de sa carrure, essayant d'intimider la petite cousine. « Tu veux jouer au soldat, Shiloh ?» a-t-il grogné, des postillons volant de ses lèvres. « Allez, vas-y, oblige-moi à arrêter. » Il a levé les mains dans une posture de combat brouillonne. J'ai regardé ses mains. J'ai regardé ses pieds. J'ai regardé la ligne exposée de sa mâchoire. Grand-père Jim avait raison. Le chien avait mordu, et pour la première fois en 10 ans, je n'allais pas m'en aller. C'est ton choix, Kyle, ai-je murmuré, si bas qu'il était le seul à pouvoir m'entendre. Mais tu ne vas pas aimer comment ça se termine. Le silence dans le jardin était absolu. Même les grillons semblaient retenir leur souffle. Tout le monde attendait. Attendant que la secrétaire batte en retraite, attendant que la mère hurle, attendant que le héros triomphe. Ils avaient tous tort. Parce que le héros n'était pas celui qui se tenait fièrement debout. Le héros était celle qui s'apprêtait à le mettre à genoux. Kyle n'a pas hésité. Il n'a pas réfléchi. Il a réagi avec la force brute d'un ego blessé. « Salope » a-t-il hurlé, le visage déformé par un masque de pure rage éthylique. Il a baissé l'épaule, et a chargé. C'était un plaquage classique de football au lycée, maladroit, téléphoné, et reposant entièrement sur la masse. Son intention était de m'enfoncer dans la terre, d'utiliser ses 90 kilos pour écraser la petite secrétaire qui avait osé le défier. Pour lui, je n'étais qu'un dos d'âne. Mais pour moi, il se déplaçait au ralenti. Mon monde s'est réduit à la géométrie et à la physique. Le bruit de la fête, le hoquet de surprise de ma mère, le gémissement de Léo,
la musique country, tout s'est estompé dans un bourdonnement sourd. Mon rythme cardiaque n'a pas grimpé en flèche, il s'est stabilisé. C'était ici que je vivais. C'était la fluidité de l'action. Vecteur de menace en approche. Vélocité vers le centre de gravité, modérée. Je n'ai pas reculé. Battre en retraite lui donnerait de l'élan. Je n'ai pas avancé. S'engager de front serait un test de force, et il était plus grand. Alors, j'ai disparu. Juste au moment où Kyle allait établir le contact, juste au moment où il pensait m'avoir eu, j'ai pivoté. Mon pied gauche a glissé vers l'arrière et sur le côté, dans un arc de cercle fluide. Mon corps tournant à 90 degrés, comme une porte qui se ferme. Kyle n'a frappé que du vide. Mais je ne l'ai pas simplement laissé rater sa cible. Je l'ai aidé. Alors qu'il passait devant moi dans son élan, trébuchant en avant sous sa propre inertie incontrôlée, ma main droite a jailli. Je ne l'ai pas frappé. Je l'ai guidé. J'ai placé ma paume à plat contre son omoplate, et j'ai poussé, ajoutant ma force à la sienne. Ouah, a glapi Kyle, ses pieds s'emmêlant alors qu'il tentait de retrouver son équilibre. Il tombait en avant, exposant son dos. Le péché capital du combat. Cible exposée. Exécution. Je suis intervenu. Mon corps a coulé comme de l'eau, comblant l'écart instantanément. J'ai donné un coup de pied à l'arrière de son genou. Une frappe vive, précise, dans la fosse poplitée. Sa jambe a cédé. Il est tombé à genoux avec un grognement, son élan stoppé, mais son équilibre détruit. Avant même qu'il ne puisse réaliser qu'il était au sol, j'étais sur lui. J'ai passé mon bras gauche autour de son cou, par derrière. Ce n'était pas un câlin. C'était un étau. Mon biceps s'est pressé contre le côté droit de son cou. L'os de mon avant-bras s'est enfoncé dans le gauche. J'ai attrapé mon propre biceps droit avec ma main gauche, verrouillant la prise. Ma main droite s'est placée derrière sa tête, la poussant en avant, resserrant le nœud coulant. L'étranglement arrière. Le Mataléao. Le tueur de lion. Il ne s'agissait pas de lui couper l'air, cela prend trop de temps et la cible se débat trop fort. Il s'agissait de bloquer le sang. Je compressais ses artères carotides, les autoroutes qui livraient l'oxygène à son cerveau. Kyle s'est débattu. Il a griffé mon bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Désespéré, sauvage, il a essayé de se jeter en arrière pour me plaquer sur le béton. Mais j'avais déjà crocheté mes jambes autour de sa taille, immobilisant ses membres, aplatissant mes hanches contre son dos. J'étais un sac à dos dont il ne pouvait se défaire. « Arrête !» a hurlé quelqu'un. Peut-être ma mère. Peut-être Linda. Cela n'avait aucune importance. Je me suis penché tout près de l'oreille de Kyle. Il émettait des gargouillements maintenant, sa panique grimpant en flèche à mesure que sa vision commençait à se rétrécir. Le général Matisse a dit quelque chose que tu aurais dû apprendre au camp, Kyle, ai-je murmuré, ma voix calme, presque intime au milieu de la violence. Sois poli. Sois professionnel. Mais toujours un plan pour tuer tous ceux que tu rencontres. J'ai resserré ma prise d'une fraction de millimètre. Tu as oublié le plan, ai-je soufflé. Et tu as oublié le professionnalisme. Ses soubresauts ont ralenti. Ses mouvements sont devenus saccadés, désordonnés. Son cerveau criait famine. Les lumières clignotaient dans la maison. Artères carotides compressées. J'ai commencé le compte à rebours dans ma tête, me synchronisant sur le rythme déclinant de sa lutte. L'hypoxie s'installe. 3, 2, 1. Les bras de Kyle sont retombés. Son corps est devenu flasque. Toute la tension le quittant dans une vague soudaine. Il était lourd, juste un poids mort entre mes bras. Je l'ai maintenu une seconde de plus, pour être sûr. La mémoire musculaire pour garantir qu'une cible est neutralisée. Puis, j'ai relâché le verrou. J'ai décroché mes jambes, et je me suis levé, le laissant s'effondrer en avant sur l'herbe. Il gisait là, face contre terre, ronflant doucement. Le son de son corps essayant de redémarrer. J'ai fait un pas en arrière. J'ai baissé les yeux sur mes mains, stables, pas l'ombre d'un tremblement. J'ai levé le bras pour ajuster mes lunettes, qui avaient légèrement glissé sur mon nez pendant l'échauffourée. J'ai lissé le devant de mon gilet. J'ai vérifié mon pouls mentalement. 65 battements par minute, une fréquence de repos. Puis, j'ai levé les yeux.
La scène était figée. C'était un tableau vivant, peint de choc absolu. Ma mère se tenait debout, les mains plaquées sur la bouche, les yeux écarquillés par l'horreur. Oncle Bob tenait toujours son téléphone, mais son bras pendait lâchement le long de son corps. Tante Linda avait l'air sur le point de s'évanouir. Même grand-père Jim semblait surpris. Pas du fait que j'ai gagné, mais par l'efficacité terrifiante de la manœuvre. Il a levé sa flasque dans un salut silencieux, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. Le silence. Le genre de silence qui suit un coup de feu. Il me regardait, mais il ne voyait plus Shiloh, la secrétaire. Il voyait une étrangère. Une étrangère qui venait de démanteler leur enfant prodige, en 6 secondes chrono, sans même transpirer. J'ai regardé Léo. Le garçon était toujours assis par terre, là où Kyle l'avait violemment poussé, me fixant avec émerveillement. Il n'avait pas peur de moi. Il me regardait comme si j'étais un super-héros, qui venait d'enlever son déguisement. Je lui ai fait un clin d'œil. Puis, j'ai tourné mon regard vers ma mère. Elle a fait un pas involontaire en arrière, la peur brillant dans ses yeux. La peur de sa propre fille. Il va se réveiller dans une minute, ai-je dit, ma voix tranchant à travers le jardin silencieux, telle une lame de rasoir. Il aura un mal de tête et un ego meurtri, mais il vivra. J'ai baissé les yeux vers Kyle, une dernière fois. Il avait l'air si petit, maintenant, si inoffensif. Juste un garçon qui jouait à un jeu, auquel il ne comprenait absolument rien. La prochaine fois, ai-je lancé au tas de chair inconscient, ne confonds pas le silence avec de la faiblesse. Si vous avez ressenti cette justice dans vos os, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite, et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà choqué tout le monde en dévoilant votre véritable force? Tapez sous-estimez si vous savez exactement à quel point ce moment est satisfaisant. Le sortilège s'est rompu. Tante Linda a poussé un hurlement perçant, qui a fracassé l'immobilité. Il est mort. Elle l'a tué. Oh mon Dieu, elle l'a tué. Le chaos que j'avais contenu, s'est finalement engouffré. Mais je restais là, au centre de la tempête, calme et intouchable. J'avais franchi la ligne. J'avais révélé le monstre. Et, pour la toute première fois de ma vie, je me fichais éperdument de savoir qui le voyait. Le cri de tante Linda résonnait encore dans l'air humide, perçant et hystérique, attirant les voisins à leurs fenêtres, 2 maisons plus loin. « Appelez la police !» hurlait-elle, se laissant tomber à genoux près de la forme inerte de Kyle. Elle planait au-dessus de lui, ses mains voltant inutilement autour de son visage, à la recherche de blessures qui n'existaient pas. Bob, appelle le 911. Elle est folle. Elle a essayé de le tuer. Le patio, qui n'était qu'un instant auparavant la scène de l'arrogance de Kyle, n'était plus qu'un théâtre de désordre absolu. Oncle Bob fouillait frénétiquement dans ses poches pour trouver son téléphone, le visage pâle, me dévisageant avec des yeux écarquillés de terreur. Il n'a pas composé le numéro. Il avait trop peur de bouger, trop peur de provoquer la femme qui venait d'assommer un marine en 6 secondes. Kyle a gémi, roulant sur le côté. Il a toussé, un son humide et rocailleux, et a porté la main à sa gorge. La couleur revenait sur son visage, remplaçant la pâleur fantomatique de l'hypoxie. Il est vivant, ai-je déclaré platement, sans bouger d'un centimètre. Il va bien. Il a juste fait une petite sieste. Toi, ferme-la, a hurlé tante Sarah depuis la sécurité toute relative de la baie vitrée. Espèce d'animal. Regarde ce que tu lui as fait. Ma mère, Janet, a finalement retrouvé sa voix. Elle s'est dirigée vers moi d'un pas militaire, le visage tordu en un masque de pur venin. Je l'avais déjà vue en colère, lorsque j'avais eu un C en maths. Quand je n'avais pas été prise dans l'équipe de Pom Pom Girls. Quand j'avais séché la messe. Mais ça. C'était de la haine pure. Elle s'est arrêtée à 50 centimètres de moi, et a poussé mon épaule. C'était une poussée faible et frénétique, qui m'a à peine fait basculer sur les talons, mais l'intention était violente. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi, a-t-elle sifflé, des postillons volant de ses lèvres. Tu es folle? Tu prends de la drogue. Il faisait du mal à Léo, ai-je répondu, ma voix d'un calme olympien contrastant brutalement avec sa frénésie. J'ai pointé du doigt l'endroit où mon neveu était toujours assis par terre, frottant son cou meurtri, observant les adultes avec de grands yeux confus. Avez-vous tous raté cette partie? Il étranglait un enfant de 12 ans. Il jouait, a hurlé ma mère, la voix brisée.
C'étaient des garçons qui se chamaillaient. Mais toi, tu l'as attaqué. Tu aurais pu lui briser la nuque. J'ai contrôlé chaque mouvement, maman. Si j'avais voulu lui briser la nuque, il ne serait pas en train de tousser en ce moment. Les mots ont quitté ma bouche avant que je ne puisse les filtrer. Froid, et purement factuel. Ma mère a reculé, comme si je l'avais giflé. Elle m'a regardé avec une véritable horreur. Non pas envers la violence, mais envers mes capacités. Envers cette étrangère, qui se tenait debout dans la peau de sa fille. Tu es jalouse, a-t-elle craché, secouant la tête, comme si elle essayait de réorganiser la réalité pour l'adapter à son scénario. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es jalouse de Kyle. Tu es jalouse qu'il soit un héros, et que tu ne sois rien. Tu es jalouse qu'il ait une vie, un avenir, et que tu ne sois qu'une vieille fille amère et solitaire. Tu voulais l'humilier. Je l'ai dévisagé. L'accusation était si absurde, si détachée de la réalité, que j'ai failli éclater de rire. Je suis jalouse, ai-je répété doucement. Maman, regarde-le. Kyle était assis maintenant, soutenu par tante Linda. Il avait l'air désorienté, frottant sa gorge, ses yeux dartant de tous côtés avec effroi. Il refusait de me regarder. La bravade avait disparu, remplacée par la honte d'une brute qui s'était fait remettre à sa place. C'est un gamin ivre qui ne connaît absolument rien au combat, ai-je poursuivi. Et vous l'applaudissez tous comme s'il était Captain America, pendant qu'il maltraite un enfant. N'ose pas parler de lui comme ça, a hurlé tante Linda, berçant la tête de Kyle. Il sert ce pays. Il protège les gens comme toi. Il ne protège personne, a coupé une voix rocailleuse à travers le vacarme. Grand-père Jim s'est levé de sa chaise. Il bougeait lentement, s'appuyant sur sa canne, mais sa présence a rempli tout le jardin. Il a marché vers l'endroit où la famille était agglutinée autour de Kyle, projetant une longue ombre sur eux. La fille a raison, a déclaré Jim, la voix basse mais tonitruante d'autorité. Le garçon a dépassé les bornes. Il blessait le gamin. Shiloh y a mis un terme. Vous devriez la remercier. Papa, reste en dehors de ça. A aboyé ma mère, se retournant contre son propre père. Tu es sénile. Tu ne sais pas ce que tu vois. Elle l'a agressé. Je reconnais un soldat quand j'en vois un, a grondé Jim, frappant le sol en pierre du patio avec sa canne. Et je reconnais un lâche quand j'en vois un. Kyle est le lâche. Et vous tous? Il a balayé la famille du regard, les yeux emplis de déception. Vous êtes une bande d'idiots aveugles. Ça suffit, a crié oncle Bob, retrouvant finalement son courage maintenant que la cible était un vieil homme. Jim, assieds-toi. Janet a raison. Shiloh est dangereuse. Regardez-la. Elle se tient là comme une psychopathe. Sans remords, sans larmes. J'ai regardé le cercle de visages. Ma mère, mes tantes, mon oncle, ils me dévisageaient tous avec la même expression. La peur, et le dégoût. Ils ne se souciaient pas de Léo. J'ai jeté un coup d'œil au garçon. Il avait rampé jusqu'au bord de la pelouse, complètement oublié par ses propres parents, trop pressé de réconforter l'agresseur. Il se fichait de savoir ce qui était bien ou mal. Ils ne se souciaient que de leur propre récit. Dans leur histoire, Kyle était l'enfant prodige, le héros, l'avenir. Moi, j'étais le bouc émissaire, l'échec, le bruit de fond. En mettant Kyle à terre, je ne l'avais pas seulement blessé physiquement. J'avais fait voler en éclats leur fantasme si soigneusement construit. J'avais prouvé que leur héros était faible, et que leur échec était puissant. Et ça, c'était impardonnable. Tu as besoin d'aide, Shiloh, a dit ma mère, sa voix tombant dans un ton froid et dédaigneux. Tu as besoin de l'aide d'un professionnel. Je ne sais pas où tu as appris ces choses, mais ce n'est pas normal. C'est malade. C'est de l'entraînement, maman, ai-je dit, sentant la dernière attache d'affection se briser à l'intérieur de ma poitrine. C'est ce qui te permet d'être en sécurité la nuit. Mais tu ne veux pas le savoir. Tu préfères les contes de fées. Sors, a-t-elle murmuré. J'ai haussé un sourcil. Pardon? Sors de ma maison. A-t-elle répété plus fort, pointant un doigt tremblant vers le portail. Pars, avant que Bob n'appelle le shérif. Je ne te veux pas ici. Tu n'es pas la fille que j'ai élevée. Je l'ai regardée.
J'ai regardé la femme dont j'avais chassé l'approbation pendant 32 ans. La femme dont les critiques m'avaient poussé à me surpasser, à devenir une élite, à devenir létale, juste pour prouver que je valais quelque chose. Et j'ai réalisé, avec une clarté à la fois déchirante et libératrice, que je ne serais jamais à la hauteur pour elle. Non pas parce que je manquais de valeur, mais parce qu'elle manquait de la capacité à la voir. Tu as raison, maman, ai-je dit doucement. Je ne suis pas la fille que tu as élevée. Cette fille est morte il y a bien longtemps, dans un désert que tu serais incapable de situer sur une carte. Je me suis tourné vers grand-père Jim. Il m'a adressé un hochement de tête triste et complice. Va-t'en, disaient ses yeux. Sauve-toi. Puis, j'ai regardé Léo. Ça va, bonhomme? Il a hoché la tête, reniflant, serrant son téléphone contre lui. Merci, tante Chilo. Garde la tête haute, lui ai-je conseillé. Ne les laisse pas te briser. Je n'ai pas regardé Kyle. Il ne méritait pas un simple contact visuel. Je leur ai tourné le dos. J'ai tourné le dos aux accusations, à la manipulation psychologique, à leur loyauté toxique envers un mensonge. J'ai marché vers la baie vitrée pour récupérer mon sac à main. Mes pas étaient réguliers, rythmés. Derrière moi, le brouhaha des voix a repris, réconfortant Kyle, me diabolisant, réécrivant l'histoire en temps réel. Mais leur voix sonnait lointaine, maintenant. Comme de la friture sur une fréquence radio que je ne captais plus. J'en avais terminé. La mission, ici, était annulée. Il était temps de s'exfiltrer. L'intérieur de la maison était frais et silencieux, un contraste saisissant avec la chaleur et l'hystérie qui régnait dans le jardin. C'était comme traverser le musée d'une famille à laquelle je n'appartenais pas. J'ai marché dans le couloir, mais pas étouffé par l'épaisse moquette. Sur les murs, des photos encadrées me souriaient en retour. Kyle, dans son uniforme de football américain. Ma sœur, le jour de son mariage. Ma mère, recevant un prix du club de jardinage. Il n'y avait aucune photo de moi. Pas vraiment. Juste une photo de groupe flou, d'un Noël d'il y a 5 ans, où je me tenais à l'arrière, à moitié caché par le sapin. J'ai atteint la console de l'entrée, où j'avais posé mon sac à main. J'ai vérifié mes essentiels par automatisme. Clé, portefeuille, lunettes de soleil. Check, check, check. J'étais prête à partir. J'étais prête à ne jamais revenir. Mais, alors que je tendais la main vers la poignée en laiton, une main a claqué contre le bois, maintenant la porte fermée. Je n'ai pas tressailli. Je me suis retourné lentement, pour découvrir ma mère qui se tenait là. Elle respirait fort, la poitrine soulevée, le visage rougi par un mélange de rage et de désespoir. Elle avait l'air minuscule, soudainement petite et mesquine. « Tu ne pars pas » a-t-elle décrété, la voix tremblante. « Regarde-moi faire » ai-je répliqué, d'un ton parfaitement égal. « Tu vas retourner là-bas » a-t-elle sifflé, pointant du doigt la porte du patio d'où provenaient encore les gémissements étouffés de tante Linda. « Et tu vas t'excuser auprès de Kyle. Tu vas dire à tout le monde que tu as craqué, que tu es sous médicaments, que tu es désolé. » Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment observé, pour ce qui m'a semblé être la première fois. J'ai vu la peur tapie derrière ses yeux. Pas la peur pour Kyle, mais la peur pour son image. La peur que sa façade parfaite de banlieusard ne se fissure, et que je sois le marteau. Non, ai-je répondu. Pardon? Non, ai-je répété, plus fort cette fois. Je ne vais pas m'excuser d'avoir arrêté une brute, et je ne vais certainement pas mentir, pour protéger ton ego. Mon ego, a-t-elle ricané, un son dur et amer. J'essaie de sauver ta réputation, Chilo. Sais-tu ce qu'ils vont dire de toi? Que tu es instable. Que tu es violente. Que tu es une bombe à retardement. Aucun homme ne voudra jamais de toi, après ça. Et voilà, c'était de nouveau là. La monnaie d'échange ultime, dans son monde, un mari. Comme si mon existence entière, toute ma valeur, dépendait du fait que quelqu'un veuille, ou non, m'épouser. Je me fiche de ce qu'ils diront, maman, ai-je dit, en m'approchant d'elle. Je la dominais légèrement, non pas par une menace physique, mais par le poids absolu de ma présence. Et je me fiche éperdument de trouver un homme pour me valider. Tu es pathétique, a-t-elle ricané, se repliant sur ses vieilles armes. Tu n'es qu'une secrétaire glorifiée, Chilo. Tu classes des papiers.
Tu réponds au téléphone. Tu vis dans un minuscule appartement, et tu n'as rien. Kyle est un marine. C'est une élite. Tu devrais être à genoux en train d'implorer son pardon. Quelque chose en moi a finalement rompu. Non pas avec fracas, mais avec un clic silencieux et décisif. La serrure de la porte menant à ma vie secrète s'est déverrouillée. Tu crois que je classe des papiers, ai-je demandé, ma voix tombant dans un murmure bien plus terrifiant qu'un hurlement. Je sais que c'est ce que tu fais, a-t-elle ricané. C'est tout ce dont tu es capable. Je me suis penché, envahissant son espace personnel, jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres de son visage. J'ai laissé tomber le masque, complètement. Je lui ai laissé voir ses yeux, ceux-là même qui avaient défié des chefs de guerre. Je lui ai fait ressentir la radiation glaciale d'un prédateur. Cette entreprise de logistique à Washington, ai-je dit doucement. Elle n'existe pas, maman. C'est une couverture, une société écran pour les activités de soutien au renseignement. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'en est sorti. Je ne tape pas des factures, ai-je poursuivi, implacable. Je traque des gens. Des gens mauvais. Des gens qui feraient passer les sergents instructeurs de Kyle pour des professeurs de maternelle. Je parle 3 dialectes d'arabe. J'ai un niveau d'habilitation de sécurité dont tu ignores même l'existence. Et ces cicatrices. Que tu trouves si laides? Je les ai eues en traînant un coéquipier hors d'un bâtiment en flammes, à Alep. Pendant que tu dormais paisiblement, dans ton lit confortable. Elle a fait un pas en arrière, heurtant le mur. Elle avait l'air terrifiée. Tu mens, a-t-elle chuchoté, mais sa voix manquait cruellement de conviction. Crois ce que tu veux, ai-je dit, me redressant et ajustant la lanière de mon sac. Mais sache une chose, je ne suis pas l'échec de cette famille. J'en suis le bouclier. J'ai de nouveau tendu la main vers la poignée de la porte. Cette fois-ci, elle ne m'a pas arrêté. Elle en était incapable. Elle était paralysée, par le basculement soudain, et massif, de la dynamique du pouvoir. Mais, avant d'ouvrir la porte, je me suis retourné vers elle une dernière fois. J'avais besoin de lui laisser quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Quelque chose qui la brûlerait, à chaque fois qu'elle poserait les yeux sur son précieux et fragile neveu. Tu sais, maman, ai-je dit, un sourire triste flottant sur mes lèvres. Tu m'as toujours dit que tu voulais que j'épouse un homme fort. Quelqu'un de capable. Quelqu'un de dangereux. J'ai balayé d'un geste le couloir vide et silencieux, englobant le jardin, les hommes buvant leur bière, et les garçons jouant aux soldats. C'est dommage, ai-je ajouté, la voix lourde de finalité. Parce que, dans toute cette maison, l'homme le plus fort. C'est moi. J'ai ouvert la porte, et je suis sorti. L'air humide m'a frappé à nouveau, mais cette fois, la sensation était différente. Ce n'était plus oppressant. Cela sentait la liberté. Alors que je descendais l'allée vers ma voiture, j'ai perçu un mouvement près du portail latéral. Grand-père Jim se tenait là, appuyé contre la clôture. Il ne souriait pas, mais il apportait 2 doigts à son front, dans un salut militaire décontracté. « Fais-leur vivre un enfer, ma grande », a-t-il articulé silencieusement. Et, derrière lui, regardant furtivement à travers les lattes de la clôture, se trouvait Léo. Il m'a fait un petit signe de la main, timide. Je lui ai rendu son signe, je suis monté dans ma voiture, et j'ai verrouillé les portes. Le son des verrous s'enclenchant a été le son le plus satisfaisant que j'ai entendu de toute la journée. C'était le son d'une frontière gravée dans la pierre. J'ai démarré le moteur. La radio s'est allumée, reprenant le podcast que j'avais mis en pause des heures plus tôt. L'animateur parlait de stratégie d'extraction, de savoir reconnaître quand une position est compromise, et quand il est temps de partir. J'ai passé la marche arrière, et j'ai reculé hors de l'allée. Je n'ai pas regardé la maison. Je n'ai pas regardé la fenêtre, où je savais que ma mère m'observait. J'ai regardé la route devant moi. J'ai roulé devant les rangées de pelouses manucurées, et de drapeaux américains. J'ai roulé, jusqu'à ce que les banlieues se fondent dans l'autoroute. J'ai conduit, jusqu'à ce que le soleil se couche enfin, laissant le monde plonger dans l'obscurité. Mais je n'avais pas peur du noir. Le noir était l'endroit où j'excellais. Et, pour la première fois depuis très longtemps, je rentrais chez moi. Non pas dans la maison où j'avais grandi, mais vers la vie que je m'étais construite.
Une vie où la force était respectée, où le silence était une vertu, et où la famille se méritait, au lieu de s'hériter. 6 mois plus tard. L'air à l'intérieur du CIF, l'installation d'informations compartimentées sensibles, était filtrée, recyclée, et maintenue à une température constante de 20 degrés. L'endroit fleurait l'ozone, l'huile d'arme, et le café corsé de qualité. C'était un contraste saisissant avec le jardin humide et émotionnellement étouffant de Virginie, et je préférais amplement que ce soit ainsi. Ici, les murs étaient insonorisés. Ici, il n'y avait aucune fenêtre par laquelle regarder, ni aucun regard indiscret pour épier à l'intérieur. Je me tenais devant un établi en métal, démontant mon Glock 19. Mes mains bougeaient avec une efficacité rythmique, fruit d'une longue pratique, vérifiant la glissière, le ressort, le canon. Clic, clac, clac. C'était une véritable méditation. Patronne ? Je n'ai pas levé les yeux immédiatement. J'ai fini de remonter l'arme, j'ai armé la culasse une fois pour m'assurer qu'elle était bien en place, et je l'ai rangée dans son étui, sur ma hanche. Statut, Miller, ai-je demandé, me tournant pour faire face à l'homme qui se tenait dans l'encadrement de la porte. Miller mesurait 1,93 m, c'était un ancien linebacker du Texas, avec des mains de la taille d'assiette, et une barbe qui enfreignait au moins 3 normes réglementaires de toilettage. C'était un opérateur de niveau 1, un homme capable de nettoyer une pièce remplie de cibles hostiles en moins de 4 secondes. Et, il me regardait avec le genre de déférence habituellement réservé aux généraux, ou aux saints. L'oiseau est ravitaillé et prêt, madame, a déclaré Miller, sa voix un profond grondement. Décollage dans 10 minutes. Les services de renseignement indiquent que le colis bouge ce soir. Bien, ai-je dit, attrapant mon porte-plaque sur l'établi. Dis à l'équipe de s'équiper. On coupe les communications dans 5 minutes. Bien reçu. Il s'est attardé une seconde, me regardant vérifier les sangles de mon gilet en Kevlar. Vous allez bien, patronne, a-t-il demandé. Non par doute, mais par loyauté. Vous êtes un peu sur les nerfs dernièrement. J'ai marqué une pause, en le regardant. Dans cette pièce, entouré de professionnels mortels. Je n'étais pas la déception. Je n'étais pas la vieille fille. J'étais l'atout. J'étais le leader. Je vais bien, Miller, ai-je répondu, lui offrant un sourire rare et sincère. Juste concentré. Retourne à l'hélico. Il a souri de toutes ses dents, et a disparu dans le couloir. J'avais 5 minutes, avant de devoir remettre mes appareils électroniques personnels, et disparaître des radars. Je me suis dirigé vers mon casier, une boîte en métal gris, sur laquelle était poché mon indicatif, RET, le spectre. À l'intérieur, posé sur l'étagère du haut à côté d'un chargeur de rechange, se trouvait mon iPhone personnel. Je n'y avais pas touché depuis 12 heures. Je l'ai pris, l'écran illuminant mon visage dans la pénombre. Une nouvelle notification. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran. Je connaissais ce numéro. Je ne l'avais pas supprimé, mais je n'y avais jamais répondu non plus. C'était Kyle. J'ai balayé l'écran pour ouvrir le message. Il était long. Un mur de texte envoyé à 2 heures du matin. Probablement alimenté par l'insomnie et les regrets. Shiloh. Disait le message. Je sais que tu ne liras probablement pas ça. Maman nous a dit de ne pas te contacter, mais il fallait que je te dise quelque chose. Je me suis adossé au casier, sentant le métal froid à travers ma chemise tactique. Oncle Bob m'a envoyé les images de la sonnette vidéo du barbecue. Je les ai regardées. Je les ai regardées genre 50 fois. Je les ai mises au ralenti. Je pouvais l'imaginer. Assis dans sa chambre de caserne, ou dans le sous-sol de ses parents, penché sur un ordinateur portable, disséquant image par image le moment où son monde avait basculé. J'ai vu ce que tu as fait avec tes pieds. Le pivot, le transfert de poids, et l'étranglement. Tu ne m'as pas juste attrapé, tu as verrouillé la prise. Ce n'était pas un truc de cours d'autodéfense. C'était du niveau d'un agent des forces spéciales. J'ai fait défiler le texte vers le bas. J'ai posé des questions autour de moi. À des gars que je connais dans le renseignement. Ils n'ont rien voulu me dire. Mais, la façon dont ils se sont tus quand j'ai mentionné ton nom. Jésus. Shiloh. Qui es-tu? Un fantôme? Je suis le fantôme que tu étais trop bruyant pour entendre, ai-je pensé. Je suis désolé pour Léo,
continuait le message. J'étais ivre. Ouais, bon, ce n'est pas une excuse. Je me suis comporté comme une brute. Tu avais raison. Grand-père Jim avait raison. Je me sentais minable, et je voulais me sentir grand. Je suis désolé de t'avoir fait partir. Si jamais tu as envie de parler, ou de m'apprendre comment ne pas me faire botter le cul en 6 secondes, fais-le-moi savoir. J'ai fixé les mots. 6 mois plus tôt, ce message aurait tout signifié pour moi. Il aurait été la justification dont j'avais tant besoin. Il aurait été la preuve que je n'étais pas folle, que je n'étais pas la méchante. Mais aujourd'hui, cela me semblait juste creux. C'était l'écho d'une vie dont je m'étais déjà délesté, comme d'une peau devenue trop petite. Je ne ressentais plus aucune colère envers Kyle. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne ressentais qu'une pitié distante et détachée. Il me voyait enfin, oui. Mais il ne voyait que la partie cool, la violence, la compétence. Il ne me connaissait toujours pas. Il ignorait les nuits que je passais éveillé, le poids des décisions que je devais prendre, le prix du silence que je gardais. Et il ne le saurait jamais, parce qu'il n'avait pas l'habilitation requise pour cela. Mon pouce a glissé vers le haut de l'écran. Je n'ai pas tapé de réponse. Je n'ai pas écrit « Je te pardonne ». Je n'ai pas écrit « Va au diable ». J'ai tapé sur « Modifier ». Puis, sur « Sélectionner le message ». Ensuite, sur l'icône de la corbeille. Supprimer la conversation. Cette action est irréversible. J'ai appuyé sur « Supprimer ». Le message a disparu. L'écran est devenu noir. C'était aussi simple que ça. Pas de drame, pas de larmes, juste un grand ménage de printemps numérique. Je n'avais pas besoin de ces excuses pour valider ma propre valeur. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma mère pour définir ma force. J'avais trouvé ma validation sur le terrain, dans la confiance d'hommes comme Miller, dans la certitude silencieuse que, lorsque le monde prendrait feu, je serais celle qui tiendrait la lance d'incendie. J'ai jeté le téléphone sur l'étagère, et j'ai claqué la porte du casier. Le son a résonné dans la pièce vide, tel le marteau d'un juge frappant le bloc. Affaire classée. J'ai mis mon casque, ajustant les lunettes de vision nocturne jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. J'ai vérifié ma fréquence radio. J'ai enfilé mes gants. La femme qui implorait l'acceptation lors d'un barbecue en Virginie, n'était plus. À sa place se tenait Rhett. Je suis sorti du CIF, et je me suis engagé dans le couloir. La lourde porte en acier s'est scellée derrière moi, dans un sifflement pneumatique. Le corridor était long, éclairé par les lumières rouges d'urgence. À son extrémité, le tarmac m'attendait. La mission m'attendait. Je n'étais pas seul. La solitude est un état d'isolement. L'isolement est un état d'être. J'étais seul, oui, mais j'étais entière. En marchant vers le rugissement de l'hélicoptère qui patientait, je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait plus rien derrière moi, qui vaille la peine d'être sauvé. Tout ce dont j'avais besoin était juste ici, attaché à ma poitrine, et debout à mes côtés. Nous étions Oscar Mike, en mouvement, et j'avais du travail à accomplir. Le tarmac était vivant, vibrant de l'odeur du carburéacteur et du vacarme assourdissant des rotors fendant l'air nocturne. C'était une symphonie chaotique de puissance, mais à mes oreilles, cela ressemblait à une berceuse. J'ai marché vers le MH60 Blackout qui nous attendait, le vent fouettant mes cheveux autour de mon visage. Je n'ai pas lutté contre ça. J'ai laissé le souffle du rotor me récurer, me purifier, arrachant les ultimes doutes persistants de la fille qui avait l'habitude de s'excuser d'exister. Miller était déjà à l'intérieur, assis près de la position du mitrailleur de porte. Il m'a tendu une main gantée pour me hisser. « Bienvenue à bord, patronne », a-t-il crié par-dessus le vacarme, sa poigne ferme et rassurante. Je me suis hissé dans la cabine, et j'ai pris ma place. Autour de moi, le reste de l'équipe s'attachait. Il y avait Sanchez, vérifiant le flux vidéo sur la tablette de son drone. Il y avait Davis, revérifiant sa trousse médicale. Et il y avait Miller, levant le pouce en direction du pilote. J'ai regardé leurs visages. Ils étaient fatigués. Ils étaient couverts de cicatrices. Ils étaient cyniques, bruts de décoffrage, et mortellement dangereux. Ils se moquaient éperdument de mon statut relationnel. Ils n'avaient que faire de mes choix vestimentaires. Ils se fichaient de savoir si je me comportais comme une dame.
Il ne se souciait que d'une seule et unique chose, pouvais-je faire le job? Pouvais-je les ramener vivants à la maison? Et la réponse, gravée dans la confiance qui brillait dans leurs yeux, était oui. Pendant 32 ans, on m'avait répété que la famille, c'était une question de sang. Que c'était une question d'ADN partagé, de nom de famille commun, de dîner de Thanksgiving partagé, où l'on ravalait les insultes en même temps que la dinde. On m'avait dit qu'on devait pardonner à sa famille quoi qu'il arrive, parce que c'est tout ce qu'on possède. J'ai regardé Miller, qui avait autrefois pris une balle dans son gilet, une balle qui m'était destinée, en Somalie. J'ai regardé Sanchez, qui avait passé 3 jours à creuser les décombres à mes côtés après un tremblement de terre en Haïti, refusant de dormir tant que nous n'avions pas trouvé de survivants. J'ai alors réalisé le mensonge dont on m'avait nourri. Le sang, ce n'est que de la biologie. C'est un simple accident de naissance. Cela vous rend parent. Cela ne fait pas de vous une famille. La famille, ce sont ces gens qui connaissent les pires aspects de vous-même, et qui restent malgré tout. La famille, ce sont les gens qui saigneraient pour vous, pas ceux qui vous font saigner. La famille, c'est la loyauté. Elle se gagne jour après jour, dans les tranchées de la vie. La voix du pilote a grésillé dans mon casque. Rhett, nous sommes au vert sur toute la ligne. Prêt pour le décollage. J'ai pressé le bouton de transmission sur mon équipement de poitrine. Bien reçu. On s'envole. L'hélicoptère a bondi vers le haut, défiant la gravité. Le sol s'est dérobé. La base, avec ses clôtures et ses lumières, a rétréci pour devenir une simple grille géométrique. Alors que nous grimpions plus haut, basculant vers l'est où la première lueur de l'aube commençait à teinter le ciel, mon esprit a dérivé vers la Virginie une dernière fois. Non pas vers la maison, ni vers ma mère, ou vers Kyle. Il s'estompait maintenant, devenant petit et insignifiant, comme les personnages d'un livre que j'avais fini de lire. J'ai pensé à grand-père Jim. Je l'ai imaginé assis sous son porche, sirotant une tasse de café, et fumant peut-être une cigarette en cachette. Il était le seul fil que je n'avais pas coupé. Il était le pont entre mes deux mondes. Il comprenait que, parfois, il faut quitter les gens que l'on aime, pour sauver la personne que l'on est. J'ai glissé la main dans ma poche, et j'ai touché la petite médaille en argent de Saint-Christophe, qu'il m'avait glissée dans la main, le jour où j'avais réussi les sélections. Bon voyage, avait-il dit. Protège le troupeau. Je protégeais le troupeau. Mon troupeau. Le soleil a percé l'horizon. Une ligne d'or éclatante, qui a embrasé les nuages. Elle a baigné la cabine d'une chaude lumière ambrée. Elle s'est reflétée sur les visières de mon équipe, les transformant en anges de la guerre sans visage. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de cet air raréfié et glacial. La douleur dans mes côtes n'était plus qu'un lointain souvenir. La douleur dans mon cœur s'était volatilisée. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas la permission d'être heureuse. Je n'attendais pas l'approbation d'être forte. J'ai regardé l'horizon infini, ce monde qui nous attendait en bas. C'était dangereux. C'était chaotique. C'était magnifique. Et j'y étais prête. Un sourire a effleuré mes lèvres. Non pas le sourire poli et travaillé de Shiloh la secrétaire. Mais le sourire féroce et sauvage de Rhett. Je suis Shiloh Kenny. Je suis une guerrière. Je suis un leader. Et, alors que le Blackhawk fendait le ciel matinal, m'emportant vers ma mission et vers ces hommes prêts à mourir pour moi, j'ai su une chose avec une certitude absolue. Je ne fuyais pas. J'étais enfin rentré chez moi. Nous portons tous des cicatrices que nos familles ne peuvent pas voir. Si mon histoire a résonné en vous aujourd'hui, c'est parce que vous connaissez la vérité. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une discipline. Et vous ne devez votre loyauté à personne qui vous traite comme si vous étiez invisible. La véritable famille se mérite. Si vous êtes prêt à cesser de vous excuser, et à commencer à vivre selon vos propres termes, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous à la chaîne. Nous construisons une escouade de survivants ici, et je vous y veux à nos côtés. Et dites-moi dans les commentaires ci-dessous, qui est le grand-père Jim de votre vie? Cette personne qui a toujours cru en vous, quand personne d'autre ne le faisait. Rendons-leur hommage aujourd'hui. Restez en sécurité. Restez fort. C'était Shiloh. Terminé.